De retour en studio, merci de nous suivre dans le cadre de votre matinale Matin Bonheur. Alors, la page blanche communique ces temps-ci et la RTI a souhaité accompagner donc la page blanche dans cette communication, en fait. Alors, on va définir ce qu'est la page blanche avec elle est psychologue, mademoiselle Ghislaine Maubiot. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, la page blanche, on en parle, qu'est-ce que c'est? La page blanche, c'est une institution spécialisée qui accueille les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Et l'objectif de la page blanche, c'est l'insertion sociale et professionnelle de ces enfants. Parce que ces enfants arrivent donc à l'adolescence et à l'âge adulte. Très bien. Alors, quand on dit déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au niveau cognitif, au niveau de l'intelligence, l'enfant présente des incapacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui a peut-être 6 ans a le comportement d'un enfant de 3 ans, c'est ça? Tout à fait. C'est cela? Tout à fait. D'accord. Et donc la page blanche est spécialisée pour encadrer ces enfants-là? Pour encadrer ces enfants-là, pour l'amélioration. Donc, pas le changement complet, mais surtout l'amélioration au niveau donc, de ces différentes déficiences-là. Très bien. Pour améliorer leur quotidien. Maintenant, quand on parle de déficience intellectuelle, mentale, c'est cousin, ça veut dire la même chose? Oui. Déficience intellectuelle, c'est la déficience mentale. Mentale, tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle vulgairement bobo, ici en Côte d'Ivoire? Bobo, c'est plus sourd. D'accord, c'est plus sourd. D'accord. Et ça, c'est pas une déficience? La surdité? Oui. Ah, mais si, c'est une déficience. C'est une déficience auditive. Auditive. Tout à fait. D'accord. Donc on fait la nuance entre la déficience auditive, la déficience visuelle, oui, et la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle concerne beaucoup plus l'intelligence. D'accord. Très bien. Maintenant que ça c'est clair, l'étape suivante est de savoir quelles sont les causes de ces différentes déficiences intellectuelles. Non, les causes, elles sont multiples. Dans la déficience intellectuelle, comme je le dis, elles sont multiples. On peut avoir des causes avant la naissance. Donc, la mère peut contracter donc, une infection qui va faire que l'enfant va automatiquement ressentir cela. On peut avoir également des causes au moment de l'accouchement, au moment de l'accouchement ou après l'accouchement. Mais ça, c'est ce qui concerne en fait les déficiences intellectuelles de façon générale. Sinon, dans le cas de la trisomie, c'est différent. On allait y arriver, justement. On voulait d'abord généraliser. Donc, les causes, c'est avant, c'est pendant la grossesse, c'est lors de l'accouchement ou après, au cours du développement de l'enfant, dans la petite enfance de l'enfant. D'accord. Donc, pendant la grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va en consultation et on lui détecte une déficience intellectuelle de l'enfant, déjà. Non, tout dépend en fait Il y a plusieurs étapes. On ne détecte pas automatiquement la déficience. C'est par rapport au fœtus, par rapport à la taille du fœtus, par rapport à la clarté nucale de l'enfant, etc., qu'on peut voir s'il y a des pathologies ou pas. D'accord. La deuxième étape, c'est pendant l'accouchement. Et c'est quoi? C'est une asphyxie du cerveau? Oui, l'enfant, au moment de l'accouchement, peut manquer d'oxygène. Donc, on appelle ça une anoxie cérébrale, un manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène-là aura des répercussions sur le développement de l'enfant. Très bien. Et pendant la petite enfance? Pendant la petite enfance, il y a des maladies telles que la varicelle, le neuropalu, qui peuvent également avoir des répercussions sur le développement de l'enfant. Très bien. Ceci étant dit, parmi les causes, on va parler de la trisomie 21. On comprend bien que c'est l'une des causes qui est peut-être très répandue. Tout à fait. Donc, la trisomie 21, c'est pas comme étant une déficience avant, après ou pendant l'accouchement, etc. La trisomie 21, c'est surtout une anomalie génétique. C'est-à-dire qu'on aura la présence d'un chromosome qui va se greffer au chromosome 21. Donc, chez la personne trisomique, au lieu de 46 chromosomes comme chez un individu normal, donc on a tous, c'est ce qu'on voit sur les écrans, on a tous 46 chromosomes, c'est ça? Tout à fait. Homme ou femme? Homme ou femme, 46 chromosomes. On a tous 46 chromosomes. Et donc, lors de la trisomie 21?
Pour le trisomique, on aura un troisième, donc on voit l'image, voilà. On aura un troisième qui va se greffer. Et c'est cela qui va entraîner donc toutes ces perturbations chez l'enfant trisomique. Et vous avez dit que c'est génétique. Donc oui. Ça veut dire quoi? Que le gène est forcément porté par le père ou par la mère? Tout à fait. Donc ça veut dire que dès l'instant, il faut que ce soit des gènes chez l'un et chez l'autre. Oui, chez l'un et chez l'autre. Ou chez l'autre. Ou chez l'autre. Donc il ne faut pas forcément les deux gènes pour que ça s'exprime. Non, non, pas forcément les deux. D'accord. Soit chez le père, soit chez la mère. Ça peut être un gène récessif chez l'un ou chez l'autre. Et puis ça se réveille. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'un couple peut avoir 6 enfants et puis en avoir un seul qui soit trisomique. Tout à fait. Parce qu'au niveau de la famille, les antécédents familiaux, voilà, dans ce cas-là, on peut en avoir. Par rapport à ce qui a pu être au niveau de la famille. Si on a un enfant ou bien un parent dans la famille qui présente donc une trisomie, à ce moment-là, on peut avoir donc dans la fratrie, dans la famille, un trisomique. D'accord. Et donc ça veut dire que les enfants peuvent également, eux, à leur tour, avoir des enfants trisomiques. Tout à fait. Même si eux ne le sont pas, ils ont un frère trisomique. Tout à fait. Dans leur descendance, il peut y avoir des trisomiques. Tout à fait. Même si le conjoint ne l'est pas. Même si le conjoint ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'on est tous potentiellement exposés à en avoir dans la famille. Tout à fait. Ça veut dire également que cette émission concerne tout le monde. Tout le monde. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, ça se manifeste, vous avez dit, par une déficience intellectuelle. Oui. C'est cela. Mais quand on le réalise à la naissance, l'enfant est très différent? Oui. Au niveau physique, on note beaucoup de différences. Ils ont un faciès typique, assez particulier, donc ils sont reconnaissables automatiquement. Ils ont la nuque qui est plate, le visage qui est rond, la tête qui est plus petite que la normale. Ils ont les yeux bridés, ils ont les membres courts également. Et puis, bon, c'est surtout ça, hein, les caractéristiques, ils ont de petites oreilles, etc., au niveau physique. Et puis, ce sont des enfants aussi qui présentent une hypotonie musculaire. Ce sont des enfants qui sont mous, très mous. Ils sont très mous, ce qui fait qu'on a beaucoup de retard par rapport au développement moteur, tout ce qui est position assise, tout ce qui est marche. Ils vont rencontrer donc un retard par rapport aux enfants de leur groupe d'âge. Ils présentent également une hyperplexité. Ce sont des enfants qui sont très élastiques au niveau des tendons et des ligaments. Très élastique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut un peu leur tourner la tête à 1 degré, donc à un degré assez important par rapport à un enfant dit normal. Mais ça veut oublier de dire qu'ils sont pleins de vie, ils sont pleins de joie, ils sont très dynamiques également. Ils sont dynamiques, ils sont pleins de vie, ils sont très affectueux. Ce sont des enfants qui ont des émotions, qui ont des sentiments et puis bon, qui aiment beaucoup les autres. Voilà. Mais on réalise également que ce sont les enfants qui ont besoin d'assistance quasi permanente. Tout à fait. Ça également, on le réalise. Tout à fait, parce qu'ils présentent de nombreux retards. Comme je l'ai dit, au niveau moteur, ce sont des enfants qui ne vont pas marcher assez tôt. On aura un retard par rapport à la marche. Au niveau donc du langage également, ce sont des enfants qui vont parler assez tardivement, qui vont présenter donc des troubles au niveau du langage. Et ce sont, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'assistance. Ce sont des enfants qui quand même restent dépendants de l'autre. Très bien. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est la page blanche est la seule structure qui s'en occupe? Non. La page blanche n'est pas la seule structure qui s'en occupe. Il y a d'autres structures qui prennent en charge donc, ces enfants atteints de trisomie. D'accord. Et un parent qui nous regarde aujourd'hui et puis qui réalise que c'est exactement le cas de son enfant, ça nous pose le problème de savoir quelle est l'acceptation de la maladie. L'enfant n'en a peut-être pas conscience, mais le parent également. On a l'impression qu'il y a des clichés également ici. On a l'impression qu'il y a de la gêne également. On a même l'impression qu'il y a des familles qui ont des enfants qui sont dans cette situation-là et puis qui les cachent du grand public. C'est une analyse juste? Tout à fait. Et c'est un peu dans ce cadre-là que les Nations Unies ont mis en place donc, cette célébration internationale donc, de ces enfants trisomiques là, qui présentent donc, une déficience intellectuelle, etc. Et c'est surtout pour informer, pour sensibiliser la population. Ce sont des enfants comme
tous les autres enfants, mais avec des particularités. Mais ce sont des enfants qui savent s'exprimer, qui savent exprimer leurs besoins, qui savent également montrer qu'ils sont contents, qu'ils ne sont pas contents. Donc, hormis ces difficultés que l'on sait, ce sont des enfants qui se développent comme tous les autres, hein, avec les émotions, les sentiments, etc. Donc, c'est le regard du parent qui va dépendre du regard de l'autre. La façon dont le parent regarde son enfant, c'est de cette même façon que l'autre va regarder l'enfant. Vous croyez que un parent qui accepte la chose, qui encadre son enfant, qui l'aime, ce qui est tout à fait normal, qui va à un anniversaire avec d'autres enfants, il ne peut pas maîtriser le regard des autres parents et le regard des autres enfants. Des fois même, on a des enfants qui ont des réactions agressives, des réactions de peur également. Mais c'est pour ça que je dis que c'est le regard du parent, c'est du regard du parent que va dépendre le regard de l'autre. Si la mère acceptait son enfant tel qu'il est, je pense qu'elle osera en parler aux autres. Il est comme vous, mais voilà, il n'arrive pas à faire ceci, à faire cela, au même rythme que vous. Sinon, c'est un enfant comme vous, avec ses différences physiques, avec sa différence intellectuelle, etc. Très bien. Et vous, vous êtes psychologue? Tout à fait. Donc, vous avez étudié, vous êtes spécialisé sur la psychologie de ces enfants-là? Tout à fait. Et la psychologie, mais surtout la prise en charge, etc. Très bien. Alors, cet enfant-là, est-ce qu'il réalise le regard des autres? Par exemple, ils sont entre enfants à une manifestation. Vous avez des enfants qui peuvent être méfiants ou agressifs. Est-ce que cet enfant trisomique réalise que l'autre enfant se méfie de lui? Est-ce qu'il en a conscience? Oui, il en a conscience. Il sait que l'autre a un regard différent. Mais il peut arriver que l'enfant aille vers l'autre et lui dire « Mais pourquoi tu me regardes ?» C'est vrai qu'on n'est pas pareil au plan physique, mais tu marches, je marche, tu parles, je parle, donc il n'y a pas lieu. Ou bien, généralement aussi, ils peuvent être agressifs. Pourquoi me regarder avec cet œil-là, etc. Bon, manifester quelques agressivités par rapport au regard de l'autre. Sinon, de façon générale, ce ne sont pas des enfants agressifs. D'accord. Alors, la trisomie 21, est-ce qu'on en guérit? Ou bien on vit avec? On vit avec. On ne guérit pas de la trisomie 21. C'est une anomalie génétique. On n'en guérit pas. Par contre, il y a des pathologies qui sont associées à cette anomalie. Les malformations cardiaques, les malformations digestives, urinaires et tout. Et à ce moment-là, on a un traitement médical qui se fait comme pour toute autre personne. Mais on ne guérit pas de la trisomie. On est trisomique, on se développe trisomique, on meurt trisomique. Maintenant, quelle est l'amélioration, quelle est l'aspiration du parent pour son enfant? Un parent qui a un enfant trisomique, en le mettant à la page blanche par exemple, ça veut dire que cet enfant y est tout le long de sa vie, ce que je ne crois pas. C'est une période de sa vie? C'est une période de sa vie. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure qui prenne le relais. La page blanche doit accueillir les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, dans l'objectif de l'insertion professionnelle, il devrait avoir une autre structure qui prendrait le relais pour leur apprentissage pré-professionnel. Et il n'y en a pas. Donc, c'est la page blanche qui va jouer ce rôle de centre médico-psychopédagogique et en même temps jouer le rôle de centre d'insertion pré-professionnel. D'accord, très bien. Donc, quel est le summum de l'amélioration pour un enfant trisomique? C'est-à-dire, il sera capable de faire quoi à terme? Il est capable de faire beaucoup de choses. D'accord. Donc, comme on l'a dit, ce sont des enfants qui présentent une déficience intellectuelle, qui ont des difficultés au niveau moteur. Nous visons surtout l'amélioration de ces incapacités-là. Plus tard, ce ne sont pas des enfants qui iront passer le bac, d'accord, mais ce sont des enfants qui sont capables d'écrire, qui sont capables de lire. Ce sont des enfants qui sont capables de faire quelque chose, d'apprendre un métier. Donc, c'est surtout ça. Et généralement, les parents,
ils ne demandent pas non plus qu'on permette à leurs enfants de faire un bac plus. Hein. Ils connaissent leurs limites, ils sont au courant des limites de l'enfant. Donc, ils restent raisonnables dans leurs attentes. Très bien. La dernière question que je vais vous poser avant de vous demander de conclure, c'est, vous avez parlé de déficience associée, en fait. De pathologie. De pathologie associée. Mais toutes ces pathologies, on en guérit. On Oui, peut en guérir. Tout à fait, on peut en guérir. Vous avez parlé d'insuffisance cardiaque. Voilà, insuffisance cardiaque. Musculaire, tout ça. Bon, l'hypotonie musculaire, on n'en guérit pas. Mais je parle plutôt des malformations cardiaques, digestives, etc. Il y a des traitements. Parce que dans la prise en charge d'un enfant trisomique, on a le suivi médical et le suivi paramédical. Dans le suivi médical, c'est tout ce qui va concerner le traitement médical, qui se fait aussi bien chez la personne normale que chez l'enfant trisomique. Mais dans le suivi paramédical, c'est là qu'on aura la différence. Le suivi médical, on en guérit. Mais dans le suivi paramédical, on améliore. Donc, c'est tout ce qui va concerner l'orthophonie, tout ce qui va concerner la kinésithérapie, la psychomotricité, l'ergothérapie, etc. Très bien. À ce stade de l'entretien, qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message? Et puis, ce sera en guise de conclusion également. D'accord. Le message que je peux faire passer, c'est que quel que soit l'état de l'enfant et toutes ces pathologies donc, qui accompagnent la trisomie 21, ce ne sont que des informations. C'est seulement à titre informatif. On peut guérir donc de ces pathologies associées. On ne guérit pas de la trisomie qui est un état figé, mais on améliore le quotidien de l'enfant trisomique. Et je pense qu'il est important que les parents fassent sortir leurs enfants. Que cette honte-là ne soit plus en 2016 là, la cause de ces enfants qui sont parqués, qui n'ont pas de vie sociale, qui restent donc dans ce cocon familial-là. Il y a des professionnels qui sont là, qui accueillent les parents pour leur donner donc cette motivation-là, qui sont à leur écoute dans tous les domaines et qui soient à mesure de répondre donc à leurs différentes préoccupations. Très bien. Le moment est arrivé pour nous de vous demander un contact. Le contact au niveau page blanche. Vous ne l'avez pas? Non. Bon. Je peux donner le mien. Je vous en prie. D'accord. Le contact, le 02 31 34 34. 02 31 34 34. Mais la page blanche est située donc, aux deux plateaux, à la rue à Madoukouruma, non loin de l'assiette des impôts. D'accord. Alors, ce qu'on va faire après l'émission, on va déposer donc le numéro de la page blanche au standard. Les personnes qui souhaitent également rentrer en contact avec la page blanche vont simplement appeler le standard de la radio-télévision ivoirienne. Donc, juste après l'émission, vous donnez le numéro au standard. Mais on reprend le portable que vous souhaitez donner. Le 02 31 34 34. Très bien. Madame Ghislaine Mobio, je vous remercie, psychologue à la page blanche, c'est cela? Tout à fait. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous.